Salutations et bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer un coin de Tokyo, peut-être un peu moins sur les radars, Higashi-Fuchie, dans l'arrondissement d'Adachi. Mhm. On a pas mal de documents, des trucs d'histoire locale, des articles, et le but, c'est de gratter un peu sous la surface de ce quartier aujourd'hui très résidentiel. Oui, découvrir ce qui se cache derrière, quoi. Exactement. Trouver les histoires oubliées, les transformations, et peut-être, qui sait, quelques petites pépites pour ceux qui aiment bien fouiner. Absolument. Parce que Higashi Fuchie, ça n'a pas toujours été ça, des maisons et des immeubles. Pas du tout. Ah non, Non. Les sources montrent une métamorphose assez incroyable. Faut imaginer un paysage lié à l'eau, puis à l'agriculture, et même une période industrielle, figurez-vous. une histoire liée à l'eau, ça c'est Tokyo, hein, mais comment ça s'est passé là-bas spécifiquement? Alors si on remonte vraiment, vraiment loin. Genre très loin. Oui, préhistoire, période Jomon. Les documents généraux sur le Kanto nous disent un truc assez fou. Une bonne partie de la zone était sous l'eau. La mer était beaucoup plus haute. Carrément sous la baie de Tokyo. C'est ça. Une sorte de paysage côtier, de zones humides immenses. Puis la mer s'est retirée et c'est devenu des marais. Un delta fluvial, quoi. Difficile à exploiter au début. Difficile à imaginer aujourd'hui en se baladant là-bas. Alors, quand est-ce qu'on commence à voir des changements, l'arrivée des hommes qui transforment tout ça? Le vrai démarrage, on peut dire que c'est l'époque d'Edo, début du XVIIe siècle. C'est là que ça devient passionnant. Edo, l'ancien Tokyo. Voilà, le pouvoir Tokugawa s'installe et il faut nourrir la capitale qui grandit. Et là intervient un personnage clé, Ina Tadaharu. Ina Tadararu, son nom revient souvent pour les aménagements dans le Kanto. Exactement. C'était le Kanto Gundai, une sorte de super préfet chargé du développement pour le shogun. Il fallait mettre en valeur ces terres. Un aménageur, en gros. Tout à fait. Et ça s'inscrit dans un mouvement plus large, après l'arrivée de Tokugawa Ieyasu dans la région vers 1590. Il fallait rendre le Kanto productif. Et concrètement, à Higashi-Fuchie, ça donne quoi? Ça donne les shinden. Littéralement, nouvelles rizières, nouvelles terres. On assèche, on draine, on crée des parcelles agricoles. Un travail de titan. Il y en a eu plusieurs de ces shinden? Oui. La source 8 en cite quelques-uns. Par exemple, le Sano Shinden. Celui-là, il date même d'un peu avant l'action d'Inatadararu, dès 1593, fondé par le clan Sano. Sano Shinden. Et ce qui est intéressant, c'est que le nom Sano existe toujours comme nom de lieu dans le quartier. C'est une trace directe de ces pionniers. Ah, sympa ça. Et après, il y a eu d'autres développements comme Nagaoman Shinden ou Oyata Mura, autorisés par Ina Tadaharu lui-même en 1616. C'est fou de se dire qu'ils ont littéralement fabriqué le paysage qu'on voit. Enfin, qui était là avant l'urbanisation actuelle. Et le nom même, Fuchie, ça veut dire quoi? Ça sonne un peu aquatique, non? Bien vu! Fuchie ou fuchier, ça renvoie à l'idée de bord de l'eau, de crique, de baie. Une source mentionne même Fushego dès 1397. Ça montre bien l'origine très très humide du coin. D'accord. Et cette eau, elle continue de jouer un rôle même après les travaux. Ah oui, un rôle structurant. Un truc super important, c'est la création de la rivière Ayase, vers 1641. Création, c'est pas une rivière naturelle? Non, c'est un canal en fait, creusé pour améliorer le drainage et sûrement aussi pour le transport. Et ce canal, il a coupé l'ancien domaine de Fushi en deux. Ah. D'où la distinction entre l'Est et l'Ouest. Higashi, c'est l'Est, Higashi-Fushi, c'est Fushi-Est, défini par cette nouvelle rivière artificielle. Logique. Ok. Bon, on avance un peu. Fin 19e siècle, ère Meiji. Le Japon se transforme à toute vitesse. Qu'est-ce qui se passe pour notre Higashi-Fushi? C'est le moment des réorganisations administratives. En 1889, on fusionne plusieurs des anciens villages et shinden, comme Oyatamura et Sano Shinden, pour créer officiellement le village de Higashi-Fushi, Higashi-Fushimura, une entité plus grande. Et pour les chasseurs de trésors historiques, il y a un petit truc à trouver de cette époque, un secret. Oui, il y a une stèle qui marque l'endroit où se trouvait l'ancienne mairie du village. Un petit monument discret. Ah, sympa. Et on la trouve où? Près de l'actuelle caserne de pompiers d'Oyata, dans le quartier moderne de Towa. Faut chercher un peu, mais c'est une trace concrète de cette époque. Noté. Pour une petite balade historique. Et ce nouveau village, il vivait de quoi principalement? Alors là, il va connaître son âge d'or agricole. Higashi-Fushi devient un fournisseur hyper important de légumes pour Tokyo qui explose. Le garde-manger de Tokyo, en quelque sorte. Exactement. Poireaux, aubergines, concombres, une source liste genre 25 variétés différentes. C'était la campagne productive aux portes de la ville.
Il y a une culture en particulier qui va sortir du lot, j'ai cru comprendre. Une histoire assez folle. Ah oui, vous pensez aux fraises. Fukuba Ichigo, c'est l'anecdote star du coin. Racontez-nous ça. Alors, ça commence en 1922. Un certain Kamoshita Kisuke introduit une variété de fraises françaises, la Générale Shanzi. Une fraise française. Oui. Et un autre agriculteur, Okada Shinemon, la rend super populaire. Elle prend le nom de Fukuba Ichigo, car un agronome connu, Fukuba Hayato, l'avait étudiée. Ok, une fraise française rebaptisée. Mais attendez, le meilleur arrive. Ça marche tellement bien, surtout sous serre, qu'il crée une coopérative pour les vendre. Et ces fraises deviennent tellement réputées pour leur goût, leur qualité, Oui. qu'elles sont choisies pour être offertes à l'empereur et à l'empertrice. Non. Des fraises impériales, cultivées à Higashi-Fuchie. C'est dingue comme image. C'est un symbole fort, hein, l'apogée agricole du village. Mais bon, comme souvent, ça n'a pas duré éternellement. Ah. Dès 1935, ça commence à décliner. L'urbanisation grignote les terres. C'est l'histoire classique de la ville qui mange la campagne autour. Fin de l'aventure des fraises impériales. Quelle histoire quand même, un peu triste sur la fin. Et pendant que les fraises disparaissaient, d'autres activités ont pris le relais. L'industrie, vous disiez? Oui, Higashi-Fuchi a eu sa période industrielle. C'est une autre couche de son histoire, souvent oubliée, notamment grâce aux ressources du sol. Le sol. Il y avait quoi? De l'argile, Voilà. une bonne argile, appelée arakida, parfaite pour faire des tuiles, les kawara. Ah, des tuiles japonaises. Exactement. Dès 1909, des tuileries s'installent le long de la rivière Nakagawa. Et ça marche bien. En 1926, il y avait jusqu'à 14 fabricants de tuiles dans le secteur. 14. C'était carrément un pôle industriel de la tuile. Oui, et même s'il n'y a plus d'activité aujourd'hui, il reste une mémoire. Une tuilerie, la Sugimoto Onigawara-ten. Oui. Son maître artisan, Omoto Shoichi, était tellement doué, surtout pour les Onigawara, ces tuiles décoratives avec des démons, Ah oui, je vois. que son savoir-faire a été classé patrimoine culturel immatériel d'Adachi en 1982. Belle reconnaissance, mais bon, l'atelier est fermé en 93. Encore un bout de passé artisanal qui s'en va. Dommage. Et à part les tuiles, Il y a eu aussi la brique, les rengas, très importants. En 1917, une usine est construite à Oyata, la Oyata Kojo. Elle est même reprise par un géant de l'époque, Nippon Renga Seizo. On fabriquait de la brique en masse ici. mais là aussi, il y a eu un coup d'arrêt, non? Un truc assez brutal. Exactement. Le tournant tragique, c'est le grand séisme du Kanto de 1923. Ah oui. Catastrophe nationale, bien sûr, on met un impact direct ici. L'usine est touchée. Et surtout, le séisme fait s'effondrer plein de bâtiments en briques à Tokyo et Yokohama. Et du coup, les gens n'ont plus confiance en briques. Précisément, grosse méfiance envers la brique, donc coup dur pour l'usine, dégâts matériels et chute de la demande. Résultat, elle ferme en 1928. C'est fou comme un événement extérieur peut tuer une industrie locale comme ça. C'est clair. Encore une histoire un peu sombre. D'autres industries, juste pour savoir? Rapidement, oui, il y a eu aussi du papier. Plusieurs usines de papier sont mentionnées. Mais comme les tuiles et les briques, ça n'a pas duré. Changement économique, concurrence et surtout la transformation continue en quartier résidentiel. Le cycle classique, quoi. D'accord. Bon, après ce voyage dans le passé agricole et industriel, revenons à aujourd'hui. Si on a envie de sentir un peu cette histoire, de chercher ces fameux trésors cachés, on va où? Bonne question. Comment on se connecte à tout ça? Eh bien, le nom Higashi-Fuchi nous guide déjà. Oui? Le plus évident, c'est le jardin Higashi-Fuchi, un joli parc. Et en plus dedans, il y a le musée local d'Adachi. Ah, parfait ça. Le jardin et le musée, deux en un. Exactement. Idéal pour commencer. Après, on peut repérer le pont Higashi-Fushibashi. Il passe sur un canal, le Kasai Yosui Shinsui Suro, une ancienne voie d'eau aménagée en promenade. C'est sympa. D'accord, le pont. Le nom est aussi sur une école, l'école primaire Higashi-Fushi. Et même sur un arrêt de bus, Higashi-Fushi Teien, jardin Higashi-Fushi. Des petits rappels dans le quotidien. Des traces discrètes. C'est ça. Et n'oublions pas notre fameuse stèle de l'ancienne mairie. Celle près de la caserne de pompiers d'Ioyata. Faut un peu la chercher, mais c'est une trace physique de l'organisation passée. Donc en gros, jardin, musée, pont, école, arrêt de bus et la petite stèle pour les plus motivés. Ça fait une belle balade découverte. Tout à fait.
Et ce qui est intéressant, en prenant un peu de hauteur, c'est que toute cette histoire locale, c'est un peu un mini Tokyo, non? Un microcosme, vous voulez dire? Oui, voilà. On retrouve les grands thèmes de l'histoire de Tokyo et sa banlieue, la conquête des terres sur l'eau, les marais. Essentiel pour une ville sur un delta. Absolument. Puis la transformation de l'agriculture qui nourrissait la ville avant de disparaître sous les constructions, l'essor et le déclin rapide des petites industries locales, souvent liées aux ressources du sol, comme l'argile ici. C'est vrai. Et finalement, un peu l'effacement de la mémoire du paysage d'origine, ce lien à l'eau, Fuji au bord de l'eau, remplacé par un tissu urbain qui peut sembler un peu partout pareil si on n'a pas les clés. C'est le destin de beaucoup d'anciennes périphéries. Alors si on résume cette exploration, on est parti de sous l'eau à la préhistoire, on a vu les marais, puis les pionniers de l'époque Edo qui ont tout drainé, comme Inatadarau. Mhm. Ensuite, l'âge d'or des légumes et des fraises, même pour l'empereur. Puis la parenthèse industrielle avec les tuiles, les briques, marquées par le séisme. Et enfin, la transformation en quartier résidentiel qu'on connaît. C'est une bonne synthèse, oui. Ça montre bien toutes les couches d'histoire, de travail, de changement qui sont là, sous nos pieds, même quand ça ne se voit plus beaucoup. Ça donne envie de regarder les quartiers différemment, c'est sûr. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. L'histoire de Higashi-Fuchi est vraiment liée à l'eau, depuis le début, même si aujourd'hui on ne voit plus les marais ou les grandes rivières d'autrefois. L'eau comme fil conducteur caché. Exactement. Et ça m'amène à une question, un peu pour ouvrir. Est-ce que redécouvrir ces histoires locales, ce lien originel à l'environnement, à l'eau ici, ça pourrait pas aider les gens qui vivent là aujourd'hui à, je sais pas, à renouer avec leur passé? Intéressant. Et au-delà, est-ce que cette conscience de comment le lieu s'est transformé, des défis passés, ça pourrait pas nous aider à penser l'avenir de ces quartiers? Peut-être de façon plus durable, plus résiliente, même s'ils semblent loin des problèmes d'eau actuels. C'est une très belle question pour finir. Comprendre d'où on vient, y compris géographiquement, pour mieux savoir où on va. Ça laisse matière à réflexion.